Bonjour, bienvenue à ce Campfire Chat sur la modification du rayonnement solaire, l'éclaircissement des nuages marins sur la Grande Barrière de Corail. C'est le premier événement d'une série d'activités qui est organisée par C2G, l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Et nous allons avoir toutes les semaines une activité de la sorte sur différents sujets liés à la gouvernance de technologies de modification du climat, comme celle d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est C2G, ce que nous faisons, et ensuite je présenterai nos différents invités d'aujourd'hui. C2G est une initiative indépendante du Conseil Carnegie pour l'éthique des affaires internationales. Elle est financée par différentes fondations que nous remercions, bien entendu. Nous avons pour but d'encourager une gouvernance efficace sur ces technologies. Nous ne disons pas si elles sont bonnes ou mauvaises, nous ne prenons pas leur utilisation, mais nous croyons qu'il est fondamental d'entamer un débat sur ces approches pour pouvoir les appliquer, le cas échéant, de manière sûre et adéquate. C'est pourquoi nous voulons favoriser un débat impartial et donc approprié. Cette discussion autour du feu de camp prétend donc avoir une conversation détendue. Imaginez-vous que nous sommes autour d'un feu de camp, dans un campement. Donc, la nuit tombe, c'est un moment donc détendu, chaleureux, et nous sommes tous à l'aise pour parler de ces sujets. Nous allons maintenant parler de l'éclaircissement des nuages marins. De cette expérience, en avril dernier, a été menée la première expérience en plein air de modification du rayonnement solaire. Il s'agissait d'essayer et de voir comment donc, on pouvait pulvériser des particules de saline dans l'air qui est au-dessus de la Grande Barrière de Corail en Australie, pour voir si on pouvait ainsi changer la structure des nuages au-dessus de cette grande barrière pour qu'ils soient plus brillants et que donc ils refroidissent le climat. On pourrait ainsi réduire le blanchissement des coraux à cause du stress thermique de 70% dans cette région de la Grande Barrière de Corail si cela fonctionnait bien. C'est une initiative, une expérience qui est financée par l'Alliance pour la Grande Barrière de Corail ainsi que par le programme de restauration et d'adaptation de la Grande Barrière. Aujourd'hui, nous avons Karen Bray de l'Université d'Adélaïde, membre du Forum australien d'intervention climatique. Il faut dire bien clairement que Karen n'est pas membre, ne fait pas partie de cette expérience de géo-ingénierie menée au-dessus de la Grande Barrière de Corail. Cependant, elle s'y intéresse et le suit donc de très près. Nous avons également Silvia Ribeiro, directrice pour l'Amérique latine d'ETC Group, qui s'attache à encourager la participation de la société civile et d'autres interlocuteurs et parties prenantes dans une délibération plurielle sur ces technologies de modification du climat et sur d'autres également. Et nous avons enfin Phil Williams, maître de conférence de la faculté de sciences de l'environnement de l'université de East Anglia, qui travaille sur ces questions depuis une quinzaine d'années, si je ne m'abuse, donc qui a une grande expérience en la matière et qui va pouvoir nous apporter beaucoup dans cette conversation. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Phil Williamson va nous en dire plus sur l'éclaircissement des nuages marins, que l'on désignera dans la conversation sous son acronyme anglais MCB parfois. Et il va nous expliquer ce que c'est, pourquoi on pourrait l'utiliser, pourquoi ça pourrait être utile. Et Karen va nous parler donc de l'expérience menée sur la Grande Barrière de Corail et va évoquer des éléments de gouvernance. Puis Sylvia va nous communiquer le point de vue de ETSC. Ils vont nous montrer quelques diapositives et puis nous commencerons notre débat. Le public peut également envoyer ses questions dans la section de questions-réponses de l'application. Nous essaierons de les intégrer dans notre conversation. Et si vous voyez une question qui vous plaît, n'hésitez pas à voter pour elle, car plus une question aura reçu de votes et plus elle sera susceptible d'être traitée. Donc, je vais donner la parole à Philippe pour qu'il nous explique en quoi consiste l'éclaircissement des nuages marins. Merci beaucoup.
Merci Paul. J'ai une brève présentation pour introduire le sujet. Merci pour ta présentation. Et je ne veux pas, je ne pourrais pas te corriger, mais la première fois que j'ai travaillé sur la question de la fertilisation des océans, eh bien, cela fait quand même 30 ans, quand j'ai fait une exposition sur les possibles effets de refroidissement que pourrait avoir la fertilisation des océans. Et à partir de là, je me suis lancée dans différentes activités sur ce sujet. Je n'ai pas fait d'études concrètes sur ce sujet, mais j'ai fait partie de programmes d'administration scientifique et autres. Aujourd'hui, je vais expliquer quel est le contexte scientifique de l'éclaircissement des nuages marins et comme a dit Paul, je ne vais pas dire si c'est bien ou pas bien, mais je vais donner les informations pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je vais donc passer les diapositives, j'espère que vous en plein écran, j'espère que vous allez bien pouvoir les voir. Donc, je vais expliquer les diapositives. Donc d'abord, qu'est-ce que le MCB? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et pourquoi on le mène à bien? Pourquoi on fait l'expérience sur la grande barrière de corail? Pourquoi envisageons-nous l'éclaircissement des nuages marins? Quelle est la théorie sur laquelle cela s'appuie? Et il ne s'agit pas tant de créer des nuages à partir de rien, mais de profiter des nuages qui existent déjà pour qu'ils soient plus brillants, plus clairs, pour qu'ils reflètent davantage de lumière vers l'espace. Et pour ceci, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme physique. Les nuages commencent à se former à partir de petites particules dans l'atmosphère, qui sont des noyaux de condensation des nuages. S'il n'y a pas ces noyaux de condensation, bien qu'il y ait de la vapeur d'eau, il n'y aura pas de nuages. Il faut avoir ces petites particules pour que les nuages commencent à se former. Vous pouvez voir ici les traces de vapeur laissées par un bateau. Les bateaux ne laissent pas toujours ces nuages, ces traces, ces nuages de vapeur. Il faut pour ceci qu'un certain nombre de conditions soient réunies pour que ce qui est émis par la cheminée du bateau interfère avec l'air alentour. Et donc ainsi sont formés des nuages. Mais ce n'est pas que la pollution qui émet le barco forme les nuages, mais ces petites particules forment des nuages au passage du bateau. Et ça a été le point de départ qui a donné naissance à ces idées. Il n'y aurait pas besoin d'avoir recours à la pollution du bateau, mais on pourrait avoir recours à un phénomène plus naturel. Les nuages se forment avec les gouttelettes d'eau qui sautent de l'eau quand les vagues se brisent ou avec l'évaporation quand cette eau de la mer s'évapore et laisse donc des particules de sel dans l'air et à partir de là se forment les nuages. Donc théoriquement, on pourrait imiter ce processus de façon artificielle. Ici, vous voyez une image qui a été faite il y a 10 ans et qui consisterait à disperser, à pulvériser de l'eau dans l'air qui a été extraite de l'eau. Et comme je dis, c'est une idée qui a commencé à être envisagée il y a une trentaine d'années. Mais est-ce que cela fonctionne ou pas? Eh bien, c'est une question que l'on peut étudier à travers des modèles. Ici, vous pouvez voir que l'on peut éparpiller des particules au-dessus des océans qui donneraient lieu à la création de nuages. On pourrait le faire potentiellement dans tout endroit des océans, mais il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres. Et ainsi, en ajoutant davantage de noyaux de condensation, selon le résultat du modèle, on pourrait produire et générer davantage de nuages et on obtiendrait un refroidissement qui compenserait le réchauffement donc supplémentaire dans cette région donnée. Comme je le disais, il faut que ce soit fait au-dessus des océans, car au-dessus de la Terre, ça n'a aucun effet de refroidissement. Mais cela pourrait toucher les modèles de précipitation. Vous voyez par exemple ce qui arrive dans le Pacifique. On peut refroidir une zone déterminée sur le continent américain et cela aurait des effets et des conséquences sur les pluies, sur les modèles de pluie en Amérique du Sud. Donc, il faut garder à l'esprit toutes les conséquences et ce sont les résultats donnés par ces modèles et il faut choisir où l'on va mener à bien ce type d'initiative et avec beaucoup de prudence pour éviter des conséquences négatives.
Si on envisageait de le faire dans le monde entier, il y aurait peut-être des risques plus grands, mais si c'était appliqué à des niveaux locaux ou régionaux, les risques seraient moindres. Et on pourrait avoir ainsi un effet de refroidissement dans une zone ou une région donnée. Et on pourrait aussi réduire la force des ouragans ou protéger des écosystèmes sensibles comme les barrières de corail, ce qui est précisément ce que tente d'atteindre l'expérience qui est menée à bien en Australie actuellement. On ne sait pas encore si ça fonctionne ou pas, et car nous sommes encore dans une phase de modélisation, et il faut encore réaliser certains calculs sur l'efficacité de cette technique. Certains disent que si, d'autres disent que non, que ça ne fonctionnerait pas. Et la façon de répondre à cette question et de la résoudre, c'est d'essayer la technique à petite échelle pour que tout effet secondaire ne soit pas supérieur à ce que pourrait provoquer le passage d'un bateau dans la région, c'est-à-dire lequel produirait donc des nuages. En bas de la diapositive, vous pouvez voir une citation de l'un des pionniers de ce type d'études, Latham, qui est vraiment une mise en garde. L'approche scientifique ne sait pas si la technique fonctionnerait ou pas. Il faut d'abord voir que ça n'impliquerait pas ou que ça ne provoquerait pas des effets secondaires négatifs. C'est une citation qui remonte à plusieurs années mais qui reste valable aujourd'hui. Pour ce qui est de la Grande Barrière de Corail, nous sommes conscients du fait que le réchauffement climatique et le réchauffement des océans provoquent de grands dégâts sur les coraux qui souffrent de plus en plus de blanchissement. On dirait que ce sont des phénomènes annuels. Ces phénomènes donc de blanchissement, et bien entendu il y a de quoi s'en préoccuper. Donc une des idées qui est envisagée, c'est d'avoir recours à l'éclaircissement des nuages marins pour refroidir ces régions ou cette région, et c'est l'une des techniques envisagées par le programme de restauration et d'adaptation de la Grande Barrière. Fin mars, début avril, donc a été réalisée cette expérience. Ils voulaient voir s'ils pouvaient utiliser un canon à neige pour pulvériser les particules des cristaux de sel, donc qui contribuerait à former des nuages. Et pour que cette technique fonctionne et pour que véritablement elle puisse sauver les récifs de corail, il faudrait qu'elle soit associée à d'autres activités comme une réduction drastique des émissions. Et donc il y a des doutes quant au fait que l'Australie en fasse assez en termes d'atténuation, car le MCB en tant que tel ne pourrait pas sauver les barrières de corail. Il faut pour ceci prendre d'autres types de mesures. Nous allons donc donner maintenant la parole à Kerryn qui va nous en dire plus et qui va nous en dire où se trouve actuellement cette expérience. Merci beaucoup Paul d'avoir organisé cette activité et merci Phil pour votre présentation. Je vais donc prendre le relais de Phil pour vous en dire plus et pour parler donc de la situation que nous avons en Australie et de l'expérience qui a été réalisée. Je vais vous donner des précisions sur donc la situation actuelle de la Grande Barrière de Corail et dans le cadre du programme de restauration et d'adaptation de la Grande Barrière que l'on appelle RRAP selon le sigle anglais. Et je vais parler aussi de certains instruments de gouvernance tant au niveau national qu'international. Merci Phil pour donc votre présentation qui est si utile sur l'expérience et le but de celle-ci et qu'il faut garder à l'esprit. Dans ce cas, l'expérience qui a été réalisée prétendait essayer le mécanisme d'exécution mais ne visait pas à atteindre le moindre effet d'ordre météorologique. Voyons donc quel est le contexte. Comme l'a expliqué Phil, les programmes pour d'éclaircissement des nuages marins s'inscrivent dans une initiative plus large qui est financée par le gouvernement fédéral, le gouvernement d'État australien, pour améliorer la résilience de la Grande Barrière de Corail. Et pour ceux qui ne connaissent pas le corail, vous pouvez le voir sur la photo, qui est une photo satellite.
Et donc la Grande Barrière n'est pas qu'une seule Grande Barrière, ce sont en réalité plusieurs, donc toute une série de récifs de coraux qui s'étendent tout au long de 200 kilomètres sur la côte nord-est australienne, c'est-à-dire principalement face aux côtes du Queensland. Et c'est un endroit qui est déclaré au patrimoine mondial de l'UE. Et ce n'est pas simplement extraordinairement beau, mais c'est aussi une source de revenus importante, car cela donne des milliards de dollars australiens par an à l'économie australienne et à l'économie du Queensland. Le changement climatique suppose toute une série de menaces pour cet écosystème de coraux en termes de diversité biologique. Et donc le changement climatique peut entre autres provoquer plus d'épisodes de blanchissement et que ceux-ci soient plus grands, plus sévères. Quand il y a une période pendant laquelle l'eau des coraux est la température est au-dessus de la moyenne, les coraux peuvent expulser les algues qui vivent à l'intérieur et ce qui provoque qu'ils blanchissent véritablement, c'est-à-dire qu'ils deviennent blancs. Et ceci peut provoquer la mort du corail et vraiment être très grave et avoir des conséquences catastrophiques sur tout l'écosystème. Au cours de l'été austral 2019-2020, la Grande Barrière de Corail a connu son 3e épisode de blanchissement important en 5 ans. Et dans ce cas concret, ce blanchissement a été très particulier car pour la première fois, les 3 régions de la Grande Barrière, la nord, la centrale et la sud, ont été touchés par ce blanchissement et donc au cours du même épisode. Le gouvernement australien et le gouvernement de l'État du Queensland financent des études de recherche pour voir comment augmenter la résilience de cette grande barrière de corail face aux conséquences du changement climatique, comme des vagues de chaleur marine ou des épisodes de blanchissement. Les études de recherche sont coordonnées à travers le programme RRAP dont je parlais. Et c'est une alliance d'organismes de recherche publics et privés, gouvernementaux donc et non gouvernementaux. Et par exemple, participe la CISRO, l'Agence australienne des sciences, et également l'organisme responsable de la gestion de la Grande Barrière, qui est l'autorité qui régit le parc marin de la Grande Barrière de Corail. Également participe une importante institution pluvique, l'Institution des sciences marines, qui est spécialisée dans les recherches tropicales, et également sont impliquées différentes universités du pays. C'est donc un programme qui réalise des études dans différents domaines. Par exemple, la stabilisation des récifs de coraux, la création de récifs artificiels, la régénération des coraux et également la gestion d'autres problèmes comme par exemple des espèces invasives comme l'Acanthastraea violette. L'une des initiatives qui est étudiée a pour but de refroidir cette région pour éviter le stress thermique, lequel entraîne des problèmes aux coraux. Et on peut refroidir en évitant qu'arrive la lumière solaire ou bien en mélangeant avec de l'eau froide avec de l'eau chaude pour que la température n'augmente pas trop. C'est-à-dire que l'éclaircissement des nuages marins n'est qu'un élément, qu'une pièce de ce grand nombre d'études donc en cours. Il y a une alliance pour la Grande Barrière qui est chargée de gérer le financement de ce programme d'adaptation et de restauration de la Grande Barrière et qui vient de publier son programme de travail pour les 12 mois à venir. Donc, cette activité d'aujourd'hui tombe à pic.
ont été attribués 4,77 millions de dollars australiens pour la recherche liée à la Grande Barrière de Corail dans les 12 mois à venir, surtout pour voir comment l'on peut éviter qu'il arrive de la lumière et de voir comment on peut refroidir cette région. Dans le programme de travail, il est dit qu'il faut obtenir des résultats comme la preuve de faisabilité et aussi une évaluation de questions normatives pour l'avenir. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter The Guardian qui a publié donc un article hier et on va consacrer un certain nombre de millions à la modélisation du MCB et ensuite il y aura d'autres financements qui seront consacrés à cette recherche par le biais d'institutions et d'organismes gouvernementaux parmi lesquels le CISRO, l'Agence australienne des sciences et d'autres organismes de recherche. En définitive, ce que je veux dire avec ceci, c'est que l'éclaircissement des nuages marins n'est qu'un élément d'un programme de recherche beaucoup plus vaste qui a pour but de sauver la Grande Barrière de Corail, c'est-à-dire que ce programme RRAP, donc, pour donner son sigle, n'est pas un programme de géo-ingénierie ou de modification du rayonnement solaire, mais cette expérience d'éclaircissement des nuages marins n'est qu'une partie d'un programme beaucoup plus vaste, bien qu'il suscite beaucoup d'intérêt et attire l'attention actuellement. Nous allons expliquer en quoi consiste donc ce programme pour la restauration et l'adaptation de la Grande Barrière, le RRAP. Il s'agit non seulement de développer des connaissances scientifiques et technologiques, mais également, comme vous pouvez le voir sur leur page web, que je vous recommande de consulter si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, car sur la page web, vous avez des informations très détaillées et vous verrez que le programme a une portée beaucoup plus vaste, au-delà de la simple connaissance scientifique et inclut des éléments comme l'implication des parties prenantes, la gouvernance des études de recherche, et ont été publiés toute une série de rapports, par exemple, sur des études préalables de gouvernance et d'implication des parties prenantes. On reconnaît que la gouvernance est fondamentale pour garantir ou veiller à ce que le programme dans son ensemble soit un succès, non seulement pour le MCB, mais également pour d'autres types d'initiatives qui visent à améliorer la résilience des coraux. Il y a une évaluation préalable détaillée sur le contexte normatif dans lequel ces initiatives peuvent être menées à bien, non seulement donc le MCB, mais également toutes les mesures qui sont prévues. Et ont été aussi publiées des conclusions sur des activités d'implication des parties prenantes qui ont été donc faites avec des propriétaires autochtones, des parties prenantes de la Grande Barrière. Et le but de cette étude est d'évaluer le degré d'acceptabilité sociale de ces mesures et nous espérons qu'il va y avoir davantage d'activités en la matière. Pour ce qui est de la gouvernance, j'aimerais insister sur le fait que l'expérience n'a pas été réalisée dans un vide de réglementation. Il y a une série de règles sur l'environnement en Australie qui sont appliquées à tout type de mesures qui doit être entreprise dans la Grande Barrière de Corail. L'Australie est un pays fédéral, donc il y a différents niveaux de gouvernement et différents niveaux de réglementation. Cela peut sembler un peu compliqué, surtout pour ce qui est des lois environnementales et des règles qui en découlent. Et bien sûr, la Grande Barrière de Corail n'échappe pas à ceci. Mais toute mesure qui est entreprise dans la Grande Barrière, comme l'expérience qui a été réalisée, eh bien pour cela doit répondre à des normes fédérales, étatiques, qui sont donc appliquées. Et il y a des réglementations qui sont appliquées de la part de différentes autorités qui fixent un certain nombre de permis, de licences que doit concéder l'autorité du parc marin de la Grande Barrière. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez en savoir
plus sur cet écheveau de loi, vous pouvez aller sur la page web, le site web. Il y a un rapport dans lequel on reconnaît que le système n'est pas parfait et qu'il faut l'améliorer, surtout pour ce qui est de l'évaluation des processus et des processus d'approbation, et également pour la gouvernance de ces technologies novatrices ou ces sciences qui demandent confirmation et pour lesquelles il n'y a peut-être pas encore de règles spécifiques. Je souhaite voir quelles sont les conclusions de ces études sur la gouvernance qui sont en cours et je suis certaine qu'elles seront très intéressantes. J'aimerais terminer en faisant allusion au droit international. Beaucoup des personnes qui nous regardent ou qui nous verront par la suite, après que cette activité a été enregistrée, se demandent quelles décisions ont pu être prises au niveau international et qui touchent ce type d'initiative. En 2010, la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies a approuvé une décision de la conférence des parties grâce à laquelle on invite les États membres à réaliser des expériences de géo-ingénierie susceptibles d'affecter la diversité biologique à moins qu'il y ait des preuves scientifiques. Et parfois, on dit que cette décision de la COP est une interdiction ou est un moratoire aux activités de géo-ingénierie, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Cette décision était simplement une décision de la conférence des parties, c'est-à-dire que ce n'est pas un amendement à la Convention et elle n'est pas non plus juridiquement contraignante pour aucun des États, et y compris la rédaction, le fait que l'on utilise, que l'on invite aux États montre bien qu'il s'agit plus d'un souhait que d'un impératif. J'aimerais aussi mentionner la Convention, le protocole de Londres, qui fait partie du régime international sur la pollution marine, et dans ce cas, pour éviter la pollution due à l'immersion des déchets en mer. Comme le savent beaucoup de membres du public, en 2013 a été approuvé un amendement sur la géo-ingénierie marine qui marque un tournant, car c'est la première fois que les États se sont réunis pour se mettre d'accord sur des règles contraignantes à cet égard. Mais l'application de cet amendement de la MCB est limitée et n'est pas encore entrée en vigueur. Et il faut pour ceci que 35 États membres sur 53 qui ont ratifié l'amendement donc avant qu'il entre en vigueur. Et pour le moment, seuls l'ont approuvé 6 États. Le dernier pays en date à le ratifier étant l'Allemagne. Donc on est très loin du nombre de pays qu'il faut pour que cet amendement soit appliqué. Par ailleurs, l'Australie n'a pas accepté de se contraindre à cet amendement car il a été établi la possibilité de se dégager. Et donc mais si l'amendement entre en vigueur, l'Australie devrait donc y obéir. Quoi qu'il en soit, cet amendement a été rédigé en pensant à la fertilisation des océans, et bien qu'on pourrait y inclure d'autres technologies, il n'est pas très clair de la façon dont cela pourrait être appliqué au MCB. Il est clair que ceci est ouvert à toute l'interprétation, et c'est une chose qu'ont dit les avocats spécialistes en droit international. Et il y a différents points de vue à cet égard. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des normes qui puissent être appliquées dans le droit international au MCB. Il y a un mosaïque de normes et de règles qui peuvent être appliquées, par exemple, qui sont liées à des activités menées par les États et dont les effets peuvent être transfrontaliers. Mais voilà, c'est le point final de ma présentation et je donne la parole maintenant à Sylvia. Bonjour, je suis Silva Ribeiro, je suis la directeure pour l'Amérique latine du groupe ETC, qui est une petite organisation internationale. Je suis également la coordinatrice pour le groupe ETC des questions de géo-ingénierie. Et je travaille dans ce domaine depuis 10 ans, et toujours avec le point de vue de la société civile. Je vais vous montrer ma présentation donc en partageant mon écran.
Je vais poser certaines questions qui me semblent fondamentales sur ces expériences de géo-ingénierie. On a dit que donc il y a une opposition de la part d'ETC d'impliquer la société civile. Nous participons à des campagnes telles que Home Campaign, c'est-à-dire Pas touche à notre mère la terre, à laquelle participent 190 organisations provenant de 45 pays et qui sont donc représentés. Et il faut également dire la Via Campesina dans ces initiatives et où le réseau d'action climatique, Climate Action Network, qui est fort connu. Et donc, ces noms s'opposent fermement à la réalisation de ces expériences et à ce que soit appliquée la modification du rayonnement solaire. La société civile est très importante car on ne peut pas utiliser la géo-ingénierie solaire pour éviter de réduire les émissions et pour que les polluants continuent à émettre des gaz à effet de serre. Il y a une série de propositions qui se comportent de grands risques et qui n'ont pas fait leurs preuves. Et donc, c'est donc pour la MRS. Et donc, nous devons éviter son application car les conséquences seraient réparties de manière inégale dans le monde entier. Et nous prenons pour l'interdiction de la géo-ingénierie, en particulier la modification du rayonnement solaire. Il faudrait par ailleurs appliquer un moratoire similaire à celui de la Convention sur la diversité biologique ou sur le protocole de Londres et en appliquant un principe de précaution. Nous ne pensons pas qu'il serait utile de séparer l'élimination du CO2 de la modification du rayonnement solaire, car cette séparation est basée sur des questions techniques et non pas des questions sociales, économiques et autres. Et il est difficile une claire séparation entre ces types d'études de recherche et leur application. Et donc, il faut un cadre de gouvernance avant de faire toute expérience, et cette gouvernance doit être fondée sur des principes de démocratie, de transparence et de collaboration internationale. Et également, elle doit prendre en compte les opinions de la communauté et pour ceci il faut un débat beaucoup plus large au sein de la société et aussi entre différentes sociétés. Pour ce qui est de l'expérience concrète donc, qui a été menée en Australie, nous brandissons l'argument que les gouvernements locaux ont leurs propres règles et normes, bien que les règles internationales sont appliquées dans le monde entier et doivent être respectées dans le monde entier. Mais l'éclaircissement des nuages marins à grande échelle peut provoquer des effets négatifs et néfastes transfrontaliers, comme le disait Phil dans sa présentation. Et les effets peuvent se ressentir au-delà des frontières d'un pays donné et donc ça ne peut pas simplement être une décision qui est prise au niveau national ou local. Par ailleurs, cette expérience n'est pas une initiative isolée, mais c'est un premier pas d'une expérience de géo-ingénierie plus vaste qui devrait être entreprise. La destruction des coraux obéit à de nombreux facteurs, comme par exemple la pollution industrielle ou l'acidification des océans, et ceci n'est pas résolu par le MCB. Le MCB continue à être théorique et aborde simplement un élément de cette crise et pourrait servir d'excuse pour que l'on arrête de réduire les émissions de façon générale ou pour réduire moins. Donc, nous pensons tout d'abord qu'il faut qu'il y ait un consentement préalable et éclairé, non seulement parce que cela est fixé par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais aussi parce que c'est juste et qu'il y a 70 groupes traditionnels aborigènes qui sont liés à la Grande Barrière de Corail et donc faire un processus de consultation avec les communautés locales et avec ses propriétaires traditionnels est fondamental, non seulement pour ce qui est d'expériences isolées, mais pour
toute la perspective dans son ensemble. Le projet, c'est le projet dans son ensemble qui doit être soumis à consultation et pas seulement des éléments de ce projet. La population et surtout les peuples autochtones doivent être au courant de ce qu'ils veut faire et quelles sont les conséquences qui sont liées à l'application de ces technologies. Et par conséquent, une enquête ne peut pas être utilisée comme consentement préalable libre et éclairé. Et par ailleurs, on ne peut pas considérer que c'est un processus de consultation adéquat qui mesure le degré d'acceptabilité de la part de la population. Et pour ce programme d'implication des citoyens, au sein du programme RAP, eh bien précisément, cela montre que la modification du climat et la modification du rayonnement solaire est l'une des initiatives qui est le plus rejetée parmi la population. Et donc, finalement, on insiste trop sur une solution technique qui, en réalité, prête à confusion et qui est très chère et qui détourne l'attention de ce qui est véritablement nécessaire, à savoir réduire la pollution et réduire les émissions, car il est fondamental d'éviter le réchauffement et lutter contre ce problème à la racine. La Convention sur la diversité biologique a une décision très importante qui fixe un moratoire. Aucune convention ou la Convention de Londres n'aborde des dispositions juridiquement contraignantes, mais on espère que tous les pays vont suivre les décisions prises et donc si on peut dire que cette décision implique un moratoire qui oblige tous les pays, notamment l'Australie, enfin y compris l'Australie, à donc remplir à appliquer ces règles. Il y a des pays comme l'Allemagne qui a appliqué ce moratoire à l'heure de rejeter des expériences de ce type. Le moratoire permet la réalisation d'études scientifiques à petite échelle, mais le projet d'éclaircissement des nuages marins n'est pas réalisé dans un environnement contrôlé et n'entre donc pas dans cette catégorie. Il faut fixer une évaluation déterminée, une évaluation sur les conséquences que peut entraîner et avoir cette expérience avant de la réaliser. Et c'est ce qui est établi par le moratoire de la Convention sur la diversité biologique. Il faut également dire que ce projet pour la restauration et l'adaptation de la Grande Barrière a reçu le soutien d'entreprises comme BHP, Rio Tinto, Qantas, Boeing, Orica, c'est-à-dire des entreprises qui sont polluantes, de grands polluants, et qui contribuent à financer ce type d'expérience pour pouvoir continuer à émettre comme jusqu'à présent. Et donc, ceci illustre le fait que les intérêts sous-jacents à ce type d'expérience sont ceux des entreprises comme pétrolières ou d'entreprises polluantes qui peuvent ainsi continuer à opérer comme jusqu'à présent. Et cela détourne l'attention des mesures urgentes qui doivent être prises pour protéger la Grande Barrière et pour s'attaquer au changement climatique, car ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer aux causes du changement et non pas atténuer ses effets. Et donc, il faut que la pollution soit réduite, il faut réduire les émissions et il faut donner des informations fiables aux communautés locales, non seulement pour faire semblant de les consultants, mais également pour leur permettre de prendre des décisions éclairé. Vous voyez ici différents liens qui vous permettent d'avoir plus d'informations et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations. Vous pourrez voir les diapositives sur notre page web si vous voulez les revoir. Nous allons donc passer aux questions du public. Première question pour tous. Cette expérience est la première
de modification du rayonnement solaire et il y a eu beaucoup de polémiques qui entouraient cette question pendant des années. Toutefois, lorsque l'expérience a été réalisée, il n'y a pas eu une réponse très claire de la part de la communauté mondiale ou de la part des citoyens ou de la communauté des chercheurs. Est-ce que cela vous a surpris ou fallait-il s'attendre à une réponse plus rigoureuse, plus forte de cette expérience qui consiste à pulvériser de l'eau marine ou des particules de sel au-dessus de la grande barrière de corail? Ou est-ce que la grande barrière de corail est un élément tellement précieux que les personnes sont prêtes à la protéger quoi qu'il en coûte et que donc a vu d'un bon œil ce projet? Est-ce que je peux intervenir, Paul? Oui, oui. Bon, alors, cette expérience a été réalisée en plein milieu de la pandémie. Et donc, il n'est vraiment pas du tout tombé à un moment opportun pour différentes raisons. Donc, pour le manque de gouvernance, le manque de préparation, le manque d'une consultation véritable du public et en plus donc en plein milieu d'une pandémie alors que voilà, tout le monde avait les yeux rivés ailleurs. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cette expérience n'aurait pas dû être réalisée. Et c'est d'ailleurs bizarre qu'elle ait été réalisée à ce moment-là. Oui, il est vrai qu'elle a été faite en plein milieu de la pandémie et nous avions eu un été terrible avec énormément de feux de brousse qui restaient très présents à l'esprit des gens en avril. Et donc, les incendies, les feux de brousse sont un grand problème. Il y a une commission, la commission royale, qui a entrepris une enquête sur ceci et véritablement, je crois que l'expérience n'a pas attiré l'attention des gens pour toutes ces raisons. Il me semble que les motivations qui se profilent derrière cette étude est davantage locale et donc spécifique à cet endroit et à ce problème. C'est plus un projet de modification du climat, modification météorologique et on va voir si ça fonctionne ou pas, mais en réalité, ça n'a pas été conçu pour résoudre la question du climat à l'échelle mondiale. Et si ça fonctionne, ce sera simplement un élément qui contribuera à préserver la grande barrière de corail. Et donc, les avantages peuvent être assez importants. Mais je comprends le point de vue de qui dit que ce n'est pas une expérience à petite échelle, mais la grande barrière de corail a beau être grande, eh bien à l'échelle planétaire, c'est véritablement une expérience à petite échelle et dont les effets dureront 1 ou 2 jours et donc c'est une étude petite échelle qui tente de mesurer quelles seraient les conséquences pour savoir si ça fonctionnerait ou pas. Quand on parle d'expérience contrôlée, enfin, un essai, une expérience contrôlée dans un environnement contrôlé ne peut se faire qu'en laboratoire, mais on ne peut pas faire une expérience de ce type dans un laboratoire. Et même si on le réalisait à une échelle 100 fois supérieure, il n'y aurait pas des conséquences biologiques importantes, en tout cas pas plus de conséquences que ce que font les nuages qui se forment sur le passage d'un bateau. Et donc, cela ne suppose pas une menace pour la région si ça ne va pas provoquer des dégâts biologiques au-delà des dégâts qui est provoqués par tout ce que nous faisons. Donc, il faut également penser aux avantages et il ne me semble pas que les conséquences nocives de ces expériences supposent un problème car c'est une échelle que l'on peut facilement gérer et qui peut nous donner des informations sur la possibilité, sur le fait que ça fonctionne ou pas, car il ne me semble pas adéquat d'étudier que ces choses-là soient étudiées. Une question. Jusqu'à quel point les risques pour l'environnement liés aux expériences de MCB justifient-ils donc que l'on n'étudie pas ces questions? Donc, ce que dit Phil, c'est que les risques sont infimes.
l'effet nocif que pourraient avoir ces particules dans le cadre d'une expérience 1000 fois supérieure, une échelle 1000 fois supérieure, serait qu'il y aurait un dépôt sur la Terre, ce qui pourrait provoquer des effets biologiques et donc sur la production des terres, la productivité des terres. Mais il n'y aurait pas une altération des écosystèmes marins comme celui qui existe actuellement en raison du changement climatique. Toutefois, il faut savoir si cela est efficace pour voir si ça peut être appliqué à l'échelle nécessaire afin de préserver la grande barrière de corail. Et ceci, évidemment, on ne le sait pas encore. Je ne pense pas que l'Australie en fasse assez pour lutter contre le changement climatique, mais je ne crois pas non plus qu'il croit fermement que ceci va être la solution miracle à tous les problèmes qui sont liés au changement climatique. Mais ça ne veut pas dire que l'expérience ne soit pas menée à bien. Il y a un commentaire qui me paraît intéressant. Le MCB n'altérerait pas l'acidification des océans, donc dans ce domaine, elle ne serait pas utile. Oui, c'est vrai, c'est un sujet totalement différent. Il y aurait des effets de refroidissement et dont j'ignore les conséquences sur le dioxyde de carbone qui est dans les océans, mais il y a la Grande Barrière et les coraux souffrent de problèmes qui ne sont pas simplement associés à la chaleur, mais aussi à l'acidification des océans et qui empêchent donc que les coraux puissent à nouveau pousser après un événement de blanchissement. Et donc, quoi qu'il en soit, le MCB, effectivement, ne modifie pas l'acidification des océans. Sylvia, vous avez un commentaire? Oui, Phil a mentionné certaines des conséquences potentielles dont il faut tenir compte, bien entendu, mais il faut par ailleurs également tenir compte de l'opinion des personnes qui sont les gardiens de la tradition de la préservation de la Grande Barrière, donc dans une tradition qui est centenaire. Et pour ceci, il faut appliquer une approche plus holistique qui intègre comment prendre à la racine les raisons fondamentales, c'est-à-dire le réchauffement, l'acidification et la pollution. Mais il faut aborder toutes ces questions dans leur ensemble. Car si on ne les arrache, on ne fait pas face à la question de l'émission des gaz à effet de serre, l'océan va continuer et sera de plus en plus acide. Et donc, les problèmes augmenteront, bien que l'on applique le MBC. Et ces approches d'ingénierie touchent certains des symptômes, car ils peuvent être utiles, mais ils ne s'attaquent pas aux causes. Et il me semble fondamental vraiment de prendre les problèmes à la racine. J'ai une autre question. Y a-t-il des preuves ou des indices de la façon de protéger véritablement la grande barrière de corail à travers des techniques, des technologies de refroidissement ou l'éclaircissement des nuages marins? Donc, y a-t-il des preuves sur le fait que ceci pourrait affecter l'opinion qu'ont les Australiens du besoin de réduire les émissions? Je vais demander à Karen. La majeure partie des Australiens, sauf s'ils travaillent dans ce domaine, ne savent pas du tout ce qu'est la modification du rayonnement sommaire, ni la géo-ingénierie. Mais la grande barrière de corail est un élément très important dans tout le pays. Pour tous les Australiens sans souci. Je n'ai pas de données, mais pour moi c'est une intuition que vraiment pour tous les Australiens c'est important et c'est une préoccupation, même ceux qui vivent à l'autre bout du pays. Et donc, sur les études de recherche, il est important de les comparer et de les mettre dans le contexte. On envisage différentes propositions pour pouvoir protéger
la grande barrière des effets des conséquences du changement climatique. Et dans ce cas, il y a des propositions d'adaptation qui, comme le disait Phil, comme l'a mentionné Phil, peuvent entrer davantage dans des activités d'adaptation ou d'activités météorologiques et qui, s'ils étaient appliqués à une plus grande échelle, pourraient être considérés comme des initiatives climatiques. Mais il n'y a pas beaucoup d'Australiens qui soient au courant de cela. Nous avons une grande tradition d'ensemencement des nuages et ceci n'a pas suscité de grandes polémiques. C'est une technique qui a été mise à l'épreuve par l'Académie nationale des sciences en Australie et il y a d'autres études et cela se fait depuis 60 ou 70 ans et pour une personne néophyte en la matière, le MCB peut sembler similaire à l'ensemencement des nuages qui a été pratiqué donc pendant longtemps. J'ai une question d'ordre plus général. Donc ce débat devrait être entamé, devrait se développer dans un contexte plus large, c'est-à-dire au-delà des pays et qui en général s'y engagent et qui sont généralement des pays occidentaux, des pays européens, les États-Unis. Il est vrai que l'Australie a mené cette expérience et que également sont publiés des articles également dans d'autres pays, par exemple en Afrique, au Bénin. Il existe le projet Decimals qui finance des études de recherche sur la modification du rayonnement solaire dans les pays du Sud global. Donc, à votre avis, le fait que s'intègre davantage de pays dans ce débat sur la géoingénierie est-il un fait positif ou est-ce que simplement une évolution naturelle et qui ne va pas avoir de conséquences spécialement sur la gouvernance de ce sujet, de ces technologies? Je voulais dire quelque chose à Karine sur l'ensemencement des nuages. Et vous avez dit que cela se fait depuis de nombreuses années et il est vrai que l'ensemencement des nuages c'est réalisé à des fins commerciales dans de nombreux pays mais il s'accompagne également de polémiques. J'ai connaissance de fiables, j'ai des documents de communautés qui souffrent de sécheresse et qui considèrent qu'il y a moins de pluie. Il y a par exemple la communauté Cotopaxi en Équateur qui a manifesté sur cela. Il y a eu des manifestations aussi en Argentine, au Mexique. Je ne sais pas quelle est la situation en Australie, mais le fait qu'on utilise l'ensemencement des nuages ne signifie pas que cela plaise aux gens, mais simplement cela a été fait car bien souvent les citoyens ne savent pas en quoi cela consiste et ne font que souffrir des conséquences. J'ai participé ou assisté des négociations des Nations Unies, par exemple dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, et beaucoup prétendent que le programme chinois de modification du climat si large les affecte de différentes façons et provoque par exemple des épisodes météorologiques extrêmes comme il arrive souvent dans leur pays. Le projet donc étendu de Chine qui est mené en Chine et est mené dans un endroit où il n'y a pas de protestation car car le Tibet ne peut pas s'y opposer. On apporte plus de l'eau du Tibet à d'autres endroits et je pense que ceci s'accompagne de politique, ça fait l'objet de controverses et ça met en avant le fait que les citoyens souffrent des conséquences néfastes de ces projets. Et donc, ça, c'est pour l'ensemencement des nuages. Pour ce qui est du débat, il est fondamental, à mon sens, d'impliquer davantage d'interlocuteurs, car ce sont 10 pays du Nord global qui provoquent la majeure partie des émissions, alors que la plus grande partie des pays du Sud ont à peine de responsabilité ou aucune responsabilité à la pollution. Et donc,
D'où la nécessité d'impliquer le Sud, mais financer des études de recherche dans le Sud, s'il n'y a que quelques pays, ne va pas faire de grande différence. Il est très important donc d'avoir une véritable implication des communautés du Sud. Nous avons d'autres questions sur la diversité biologique et sur la décision de la conférence de parties, la COP. Auntie Parker demande à Sylvia, mais les autres invités peuvent également répondre. La décision donc de 2010 de la Convention sur la diversité biologique permet de réaliser des études de recherche à petite échelle. Mais Sylvia a mentionné le fait que ce n'est pas le cas. Le groupe ETC possède un document dans lequel on prône pour la consolidation de la décision de la COP, de la Convention sur la diversité biologique, et pour le convertir en un moratoire. Pourquoi pensez-vous que ceci est nécessaire si l'on prévoit déjà ce type d'expérience? Donc, à votre avis? Notre campagne, effectivement, prône pour la consolidation du moratoire pour qu'il soit plus clair qu'on ne peut pas réaliser des expériences en plein air. Le moratoire de la conférence sur la diversité biologique permet de mener des expériences à petite échelle, mais d'après nos connaissances, aucune des expériences proposées, comme par exemple celle de MCB, ne remplit les conditions nécessaires pour être considérée comme une expérience à petite échelle. C'est-à-dire, il faut que ce soit réalisé dans un environnement contrôlé et évalué par un organisme indépendant et donc et autres conditions. Et par ailleurs, nous prenons également pour appliquer la perspective de droits humains et pour faire une véritable consultation auprès des parties prenantes. Par ailleurs, il faut définir le lien qui existe entre les investissements dans ces expériences et ce que ces expériences provoquent et entraînent quand elles sont appliquées. C'est-à-dire que ce financement de ces expériences part du principe que ces techniques vont être appliquées. J'aimerais ajouter qu'il n'y a pas une définition très claire sur la géo-ingénierie, tout du moins dans la Convention sur la diversité biologique. Cette expérience pose la question non seulement du type de technologies qui peuvent être classifiées comme de géo-ingénierie ou d'ingénierie climatique, mais également pose la question de l'échelle, c'est-à-dire à quelle échelle peut-on envisager et considérer telle et telle expérience. Et ceci est important surtout lorsque l'on pense au type de règles et de normes on va concevoir pour gouverner ces technologies à l'avenir. Nous devons étudier l'échelle, donc le but de l'expérience, afin de permettre de faire avancer la recherche sans ouvrir pour autant la porte à une application à grande échelle en l'absence d'un cadre de gouvernance, car ceci pourrait avoir de très grandes conséquences. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais je pense que c'est le propos. Nous sommes à la fin de notre activité, donc je vais donner la parole à nos invités pour qu'ils fassent leurs derniers commentaires. Il y a de nombreux documents sur cette étude. Je ne pense pas que ce soit une étude qui soit réalisée en cachette. C'est une étude qui dispose d'un certain mécanisme de gouvernance en vigueur. Bien sûr, il peut être consolidé, mais ils existent. Et il faut également recueillir le plus grand nombre d'informations possibles sur cela. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cela va être un remède miracle et il est fondamental de le savoir d'une manière fiable. Car si l'expérience scientifique montre que cela ne va pas être utile, on peut l'écarter. Et si on ne fait pas avancer les connaissances scientifiques, nous aurons toujours les mêmes doutes dans 50 ans ou dans 100 ans sur le bon fonctionnement ou mauvais fonctionnement de cette technologie, d'où le besoin d'informations pour évaluer ce type d'initiative. Et je le répète, l'échelle à laquelle on a fait cette expérience jusqu'à présent ne peut pas provoquer plus de dégâts que celui que ne provoquerait
un bateau qui passe pour la région ou que même tout le trafic qui passe donc dans la zone, dans la région. Je voudrais remercier Phil pour toutes les contributions qu'il a faites et par exemple, sur les connaissances de ces technologies. Il y a une partie technique, bien entendu, mais ce n'est qu'un petit élément de tout le débat qui doit être mené et qui inclut des aspects géopolitiques, sociaux, de gouvernance, économique, qui sont importants. Et il y a aussi des aspects qui sont liés aux différentes conséquences que peuvent avoir ces technologies dans des régions où ces initiatives n'ont pas été menées, mais où les conséquences peuvent se faire sentir et donc ces pays doivent être également dans les délibérations. C'est un débat très complexe, mais il faut que nous y affrontions avant de faire ces expériences. D'abord la gouvernance, puis les expériences, car le véritable débat n'est pas de savoir si cela peut fonctionner ou pas de façon technique, mais de savoir si nous voulons avoir recours à ce type de technologie pour lutter contre le changement climatique. Il ne s'agit pas d'appuyer ou non, de soutenir ou non la géoingénierie, mais de voir comment nous abordons la lutte contre le changement climatique. Donc, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ce débat et merci à la C2G de m'avoir invité parmi ce groupe d'invités. Karen. Je crois que le point important de cette expérience n'est pas que ça a été la première du genre, mais plutôt le contexte dans lequel elle est réalisée, dans le cadre donc d'une série de réglementations en vigueur et dans le cadre également d'un projet plus vaste dont les organisateurs prétendent définir la réglementation qui pourrait gouverner ce type d'initiative tant que l'on réalise ces expériences pour faire avancer donc les connaissances scientifiques. Donc je crois que cela peut constituer un bon exemple de la façon d'établir un cadre de gouvernance. Le problème, c'est que en mettant le MCB à côté d'autres techniques comme la stabilisation des coraux, on peut partir du principe que cette technologie est acceptable et que cela peut être une erreur. Merci beaucoup à nos trois invités. Il est clair que ce débat va continuer pendant longtemps. Nous espérons que cette initiative vous a paru intéressante. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, Karen a écrit un article de blog sur le site de C2G. Et par ailleurs, vous pouvez trouver sur le site des liens vers d'autres activités qui sont également très intéressantes. Comme je le disais au début, aujourd'hui c'était la première activité d'une série que la C2G va organiser sur ce sujet et ces sujets. Donc si vous voulez rester informé, allez sur notre site c2g2.net où vous verrez les prochaines activités. Et la prochaine va être animée par Janus Pastor sur le rôle que jouent les arbres dans l'élimination du CO2. Merci beaucoup. Et donc, nous avons terminé notre activité d'aujourd'hui. Merci.